Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zékou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 7. Au cri d'Harbert, Pencroff, laissant tomber son arme, s'était élancé vers lui. Ils l'ont tué, s'écria-t-il. Lui, mon enfant, ils l'ont tué. Cyrus Smith, Gédéon Spilett s'étaient précipités vers Harbert. Le reporter écoutait si le cœur du pauvre enfant battait encore. Il vit, dit-il, mais il faut le transporter à Granite House. C'est impossible, répondit l'ingénieur. Au corral alors, s'écria Pencroff. Un instant, dit Cyrus Smith, et il s'élança sur la gauche de manière à contourner l'enceinte. Là, il se vit en présence d'un convict qui, l'ajustant, lui traversa le chapeau d'une balle. Quelques secondes après, avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup, il tombait, frappé au cœur par le poignard de Cyrus Smith, plus sûr encore que son fusil. Pendant ce temps, Gédéon Spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade. Ils en enjambaient le faîte. Ils sautaient dans l'enceinte. Ils renversaient les étais qui maintenaient la porte intérieurement. Ils se précipitaient dans la maison qui était vide. Et bientôt, le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton. Quelques instants après, Cyrus Smith était près de lui. À voir Harbert inanimé, la douleur du marin fut terrible. Il sanglotait, il pleurait, il voulait se briser la tête contre la muraille. Ni l'ingénieur, ni le reporter ne purent le calmer. L'émotion les suffoquait eux-mêmes. Ils ne pouvaient parler. Toutefois, ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux. Gédéon Spilett, après tant d'incidents dont sa vie avait été semée, n'était pas sans avoir quelques pratiques de médecine courante. Il savait un peu de tout, et maintes circonstances s'étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche, soit par une arme à feu. Aidé de Cyrus Smith, il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert. Tout d'abord, le reporter fut frappé de la stupeur générale qui l'accablait, stupeur due soit à l'hémorragie, soit même à la commotion, si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente. Harbert était extrêmement pâle, et son pouls d'une faiblesse telle que Gédéon Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles, comme s'il eût été sur le point de s'arrêter. En même temps, il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence. Ces symptômes étaient très graves. La poitrine d'Harbert fut mise à nu, et le sang ayant été étanché à l'aide de mouchoirs, elle fut lavée à l'eau froide. La contusion, ou plutôt la plaie contuse, apparut. Un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la troisième et la quatrième côte. C'est là que la balle avait atteint Harbert. Cyrus Smith et Gédéon Spilett retournèrent alors le pauvre enfant, qui laissa échapper un gémissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir. Une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'Harbert, et la balle qui l'avait frappé s'en échappa aussitôt. Dieu soit loué, dit le reporter, la balle n'est pas restée dans le corps, et nous n'aurons pas à l'extraire. Mais le cœur, demanda Cyrus Smith. Le cœur n'a pas été touché, sans quoi Harbert serait mort. Mort, s'écria Pencroff, qui poussa un rugissement. Le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter. Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, non, il n'est pas mort. Son pouls bat toujours. Il a fait même entendre un gémissement. Mais dans l'intérêt même de votre enfant, calmez-vous. Nous avons besoin de tout notre sang-froid. Ne nous le faites pas perdre, mon ami. Pencroff se tut, mais une réaction s'opérant en lui, de grosses larmes inondèrent son visage. Cependant, Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode. D'après son observation, il n'était pas douteux, pour lui, que la balle entrée par devant ne fût sortie par derrière.
Mais quels ravages cette balle avait-elle causés dans son passage? Quels organes essentiels étaient atteints? Voilà ce qu'un chirurgien de profession eût à peine pu dire en ce moment, et à plus forte raison le reporter. Cependant, il savait une chose, c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées, puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulteraient de cette blessure. Blessure mortelle peut-être. Or, quel topique, quels antiphlogistiques employer, par quels moyens détourner cette inflammation? En tout cas, ce qui était important, c'était que les deux plaies fussent pansées sans retard. Il ne parut pas nécessaire à Gédéon Spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang en les lavant à l'eau tiède et en comprimant les lèvres. L'hémorragie avait été très abondante et Harbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang. Le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide. Harbert était placé sur le côté gauche, et il fut maintenu dans cette position. Il ne faut pas qu'il remue, dit Gédéon Spilett. Il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent suppurer à l'aise, et un repos absolu est nécessaire. Quoi? Nous ne pouvons le transporter à Granite House, demanda Pencroff. Non, Pencroff, répondit le reporter. Malédiction! S'écria le marin, dont le poing se tourna vers le ciel. Pencroff, dit Cyrus Smith. Gédéon Spilett s'était remis à examiner l'enfant blessé avec une extrême attention. Harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé. Cyrus, dit-il, je ne suis pas médecin. Je suis dans une perplexité terrible. Il faut que vous m'aidiez de vos conseils, de votre expérience. Reprenez votre calme, mon ami, répondit l'ingénieur en serrant la main du reporter. Jugez avec sang-froid. Ne pensez qu'à ceci. Il faut sauver Harbert. Ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même que, dans un instant de découragement, le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre. Il s'assit près du lit. Cyrus Smith se tint debout. Pencroff avait déchiré sa chemise, et machinalement il faisait de la charpie. Gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir, avant tout, arrêter l'hémorragie, mais non pas fermer les deux plaies, ni provoquer leur cicatrisation immédiate, parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la suppuration s'accumuler dans la poitrine. Cyrus Smith l'approuva complètement, et il fut décidé qu'on panserait les deux plaies sans essayer de les fermer par une coaptation immédiate. Fort heureusement, il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées. Et maintenant, pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait, les colons possédaient-ils un agent efficace? Oui, ils en avaient un, car la nature l'a généreusement prodigué. Ils avaient l'eau froide, c'est-à-dire le sédatif le plus puissant dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies, l'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves et qui maintenant est adopté de tous les médecins. L'eau froide a, de plus, l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu et de la préserver de tout pansement prématuré, avantage considérable puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours. Gédéon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens, et ils agirent comme eût fait le meilleur chirurgien. Des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert et durent être constamment imbibées d'eau froide. Le marin avait tout d'abord allumé du feu dans la cheminée de l'habitation, qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie. Du sucre d'érable, des plantes médicinales, celles-là même que le jeune garçon avait cueillies sur les berges du lac Grant, permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes, et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendît compte. Sa fièvre était extrêmement forte, et toute la journée et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance. La vie d'Harbert ne tenait plus qu'à un fil, et ce fil pouvait se rompre à tout instant. Le lendemain, 12 novembre, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent quelque espoir. Harbert était revenu de sa longue stupeur. Il ouvrit les yeux. Il reconnut Cyrus Smith, le reporter, Pencroff. Il prononça deux ou trois mots.
Il ne savait ce qui s'était passé. On le lui apprit, et Gédéon Spilett le supplia de garder un repos absolu, lui disant que sa vie n'était pas en danger et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours. Du reste, Harbert ne souffrait presque pas, et cette eau froide, dont on les arrosait incessamment, empêchait toute inflammation des plaies. La suppuration s'établissait d'une façon régulière. La fièvre ne tendait pas à augmenter, et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe. Pencroff sentit son cœur se dégonfler peu à peu. Il était comme une sœur de charité, comme une mère au lit de son enfant. Harbert s'assoupit de nouveau, mais son sommeil parut être meilleur. Répétez-moi que vous espérez, monsieur Spilett, dit Pencroff. Répétez-moi que vous sauverez Harbert. Oui, nous le sauverons, répondit le reporter. La blessure est grave, et peut-être même la balle a-t-elle traversé le poumon, mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle. Dieu vous entende, répéta Pencroff. Comme on le pense bien, depuis 24 heures qu'ils étaient au corral, les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert. Ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les convicts revenaient, ni des précautions à prendre pour l'avenir. Mais ce jour-là, pendant que Pencroff veillait au lit du malade, Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, ils parcoururent le corral. Il n'y avait aucune trace d'Ayrton. Le malheureux avait-il été entraîné par ses anciens complices? Avait-il été surpris par eux dans le corral? Avait-il lutté et succombé dans la lutte? Cette dernière hypothèse n'était que trop probable. Gédéon Spilett, au moment où il escaladait l'enceinte palissadée, avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyait par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel Top s'était précipité. C'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches, à l'embouchure de la Mercy. D'ailleurs, celui que Cyrus Smith avait tué et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte appartenait bien à la bande de Bob Harvey. Quant au corral, il n'avait encore subi aucune dévastation. Les portes en étaient fermées et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt. On ne voyait non plus aucune trace de lutte, aucun dégât, ni à l'habitation, ni à la palissade. Seulement, les munitions dont Ayrton était approvisionné avaient disparu avec lui. Le malheureux aura été surpris, dit Cyrus Smith, et comme il était homme à se défendre, il aura succombé. Oui, cela est à craindre, répondit le reporter. Puis, sans doute, les convicts se sont installés au corral, où ils trouvaient tout en abondance, et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vus arriver. Il est bien évident aussi qu'à ce moment, Ayrton, mort ou vivant, n'était plus ici. Il faudra battre la forêt, dit l'ingénieur, et débarrasser l'île de ces misérables. Les pressentiments de Pencroff ne le trompaient pas, quand il voulait qu'on leur donnât la chasse comme à des bêtes fauves. Cela nous eût épargné bien des malheurs. Oui, répondit le reporter, mais maintenant nous avons le droit d'être sans pitié. En tout cas, dit l'ingénieur, nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au corral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House. Mais Nab, demanda le reporter. Nab est en sûreté, et si inquiet de notre absence, il se hasardait à venir. Il ne faut pas qu'il vienne, répondit vivement Cyrus Smith. Il serait assassiné en route. C'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre. Ah, si le télégraphe fonctionnait encore, on pourrait le prévenir. Mais c'est impossible maintenant. Quant à laisser seul ici Pencroff et Harbert, nous ne le pouvons pas. Eh bien, j'irai seul à Granite House. Non, non, Cyrus, répondit le reporter. Il ne faut pas que vous vous exposiez. Votre courage n'y pourrait rien. Ces misérables surveillent évidemment le corral. Ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent. Et si vous partiez, nous aurons bientôt à regretter deux malheurs au lieu d'un. Mais Nab, répétait l'ingénieur, voilà 24 heures qu'il est sans nouvelles de nous. Il voudra venir. Et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le saurions nous-mêmes, répondit Gédéon Spilett, il sera frappé. N'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir? Pendant que l'ingénieur réfléchissait, ses regards tombèrent sur Top, qui, allant et venant, semblait dire: est-ce que je ne suis pas là, moi? Top! S'écria Cyrus Smith. L'animal bondit à l'appel de son maître. Oui,
Top ira, dit le reporter qui avait compris l'ingénieur. Top passera où nous ne passerions pas. Il portera à Granite House des nouvelles du corral et il nous rapportera celles de Granite House. Vite, répondit Cyrus Smith, vite. Gédéon Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet et il écrivit ces lignes. Harbert blessé. Nous sommes au corral. Tiens-toi sur tes gardes. Ne quitte pas Granite House. Les convicts ont-ils paru aux environs? Réponse par Top. Ce billet laconique contenait tout ce que Nab devait apprendre et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt à savoir. Il fut plié et attaché au collier de Top, d'une façon très apparente. Top, mon chien, dit alors l'ingénieur en caressant l'animal. Nab, Top, Nab, va! Top bondit à ces paroles. Il comprenait. Il devinait ce qu'on exigeait de lui. La route du corral lui était familière. En moins d'une demi-heure, il pouvait l'avoir franchie, et il était permis d'espérer que là où ni Cyrus Smith ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger, Top, courant dans les herbes ou sous la lisière du bois, passerait inaperçu. L'ingénieur alla à la porte du corral, et il en repoussa un des battants. Nab, Top, Nab, répéta encore une fois l'ingénieur en étendant la main dans la direction de Granite House. Top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt. Il arrivera, dit le reporter. Oui, et il reviendra, le fidèle animal. Quelle heure est-il? Demanda Gédéon Spilett. 10 heures. Dans 1 heure, il peut être ici. Nous guetterons son retour. La porte du corral fut refermée. L'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison. Harbert était alors profondément assoupi. Pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité. Gédéon Spilett, voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment, s'occupa de préparer quelque nourriture, tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire. Les colons attendirent le retour de Top, non sans anxiété. Un peu avant 11 heures, Cyrus Smith et le reporter, la carabine à la main, étaient derrière la porte, prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien. Ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House, Nab ne l'eût immédiatement renvoyé. Ils étaient tous deux là depuis 10 minutes environ, quand une détonation retentit et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés. L'ingénieur ouvrit la porte, et voyant encore un reste de fumée à 100 pas dans le bois, il fit feu dans cette direction. Presque aussitôt, Top bondit dans le corral, dont la porte fut vivement refermée. Top, Top, s'écria l'ingénieur en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras. Un billet était attaché à son cou, et Cyrus Smith lut ces mots, tracés de la grosse écriture de Nab. Point de pirates aux environs de Granite House. Je ne bougerai pas, pauvre Mr. Harbert. Fin du chapitre 7 de la 3e partie, enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 8 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 8. Ainsi, les convicts étaient toujours là, épiant le corral, et décidés à tuer les colons l'un après l'autre. Il n'y avait plus qu'à les traiter en bêtes féroces. Mais de grandes précautions devaient être prises, car ces misérables avaient en ce moment l'avantage de la situation. Voyant et n'étant pas vus, pouvant surprendre par la brusquerie de leur attaque et ne pouvant être surpris. Cyrus Smith s'arrangea donc de manière à vivre au corral, dont les approvisionnements d'ailleurs pouvaient suffire pendant un assez longtemps. La maison d'Ayrton avait été pourvue de tout ce qui était nécessaire à la vie, et les convicts, effrayés par l'arrivée des colons, n'avaient pas eu le temps de la mettre au pillage. Il était probable, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que les choses s'étaient passées comme suit. Les 6 convicts,
Débarqués sur l'île, on avait suivi le littoral sud et après avoir parcouru le double rivage de la presqu'île serpentine, n'étant point d'humeur à s'aventurer sous les bois du Far West, ils avaient atteint l'embouchure de la rivière de la Chute. Une fois à ce point, en remontant la rive droite du cours d'eau, ils étaient arrivés aux contreforts du mont Franklin, entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent quelque retraite, et ils n'avaient pu tarder à découvrir le corral, alors inhabité. Là, ils s'étaient vraisemblablement installés en attendant le moment de mettre à exécution leurs abominables projets. L'arrivée d'Ayrton les avait surpris, mais ils étaient parvenus à s'emparer du malheureux, et la suite se devinait aisément. Maintenant, les convicts, réduits à 5, il est vrai, mais bien armés, rôdaient dans les bois et s'y aventuraient. C'était s'exposer à leurs coups, sans qu'il y eût possibilité ni de les parer, ni de les prévenir. Attendre, il n'y a pas autre chose à faire, répétait Cyrus Smith. Lorsque Harbert sera guéri, nous pourrons organiser une battue générale de l'île et avoir raison de ces convicts. Ce sera l'objet de notre grande expédition en même temps. Que la recherche de notre protecteur mystérieux, ajouta Gédéon Spilett en achevant la phrase de l'ingénieur. Ah, il faut avouer, mon cher Cyrus, que cette fois, sa protection nous a fait défaut, et au moment même où elle nous eût été le plus nécessaire. Qui sait, répondit l'ingénieur. Que voulez-vous dire, demanda le reporter. Que nous ne sommes pas au bout de nos peines, mon cher Spilett, et que la puissante intervention aura peut-être encore l'occasion de s'exercer. Mais il ne s'agit pas de cela. La vie d'Harbert avant tout. C'était la plus douloureuse préoccupation des colons. Quelques jours se passèrent, et l'état du pauvre garçon n'avait heureusement pas empiré. Or, du temps gagné sur la maladie, c'était beaucoup. L'eau froide, toujours maintenue à la température convenable, avait absolument empêché l'inflammation des plaies. Il sembla même au reporter que cette eau, un peu sulfureuse, ce qu'expliquait le voisinage du volcan, avait une action plus directe sur la cicatrisation. La suppuration était beaucoup moins abondante, et grâce aux soins incessants dont il était entouré, Harbert revenait à la vie, et sa fièvre tendait à baisser. Il était d'ailleurs soumis à une diète sévère, et par conséquent sa faiblesse était et devait être extrême, mais les tisanes ne lui manquaient pas, et le repos absolu lui faisait le plus grand bien. Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient devenus très habiles à panser le jeune blessé. Tout le linge de l'habitation avait été sacrifié. Les plaies d'Harbert, recouvertes de compresses et de charpie, n'étaient serrées ni trop peu, de manière à provoquer leur cicatrisation sans déterminer de réaction inflammatoire. Le reporter apportait à ces pansements un soin extrême, sachant bien quelle en était l'importance, et répétant à ses compagnons ce que la plupart des médecins reconnaissent volontiers, c'est qu'il est plus rare peut-être de voir un pansement bien fait qu'une opération bien faite. Au bout de 10 jours, le 22 novembre, Harbert allait sensiblement mieux. Il avait commencé à prendre quelque nourriture. Les couleurs revenaient à ses joues, et ses bons yeux souriaient à ses gardes malades. Il causait un peu, malgré les efforts de Pencroff qui, lui, parlait tout le temps pour l'empêcher de prendre la parole et racontait les histoires les plus invraisemblables. Harbert l'avait interrogé au sujet d'Ayrton, qu'il était étonné de ne pas voir près de lui, pensant qu'il devait être au corral. Mais le marin, ne voulant point affliger Harbert, s'était contenté de répondre qu'Ayrton avait rejoint Nab afin de défendre Granite House. Ah, disait-il, ces pirates! Voilà des gentlemen qui n'ont plus droit à aucun égard. Et Mr. Smith qui voulait les prendre par les sentiments. Je leur enverrai du sentiment, moi, mais en bon plomb de calibre. Et on ne les a pas revus, demanda Harbert. Non, mon enfant, répondit le marin, mais nous les retrouverons. Et quand vous serez guéri, nous verrons si ces lâches qui frappent par derrière oseront nous attaquer face à face. Je suis encore bien faible, mon pauvre Pencroff. Eh, les forces reviendront peu à peu. Qu'est-ce qu'une balle à travers la poitrine? Une simple plaisanterie. J'en ai vu bien d'autres, et je ne m'en porte pas plus mal. Enfin, les choses paraissaient être pour le mieux, et du moment qu'aucune complication ne survenait,
la guérison d'Harbert pouvait être regardée comme assurée. Mais quelle eût été la situation des colons si son état se fût aggravé? Si, par exemple, la balle lui fût restée dans le corps? Si son bras ou sa jambe avait dû être amputé? Non, dit plus d'une fois Gédéon Spilett. Je n'ai jamais pensé à une telle éventualité sans frémir. Et cependant, s'il avait fallu agir, lui répondit un jour Cyrus Smith, vous n'auriez pas hésité? Non, Cyrus, dit Gédéon Spilett, mais que Dieu soit béni de nous avoir épargné cette complication. Ainsi que dans tant d'autres conjonctures, les colons avaient fait appel à cette logique du simple bon sens qui les avait tant de fois servis. Et encore une fois, grâce à leur connaissance générale, ils avaient réussi. Mais le moment ne viendrait-il pas où toute leur science serait mise en défaut? Il était seul sur cette île. Or, les hommes se complètent par l'état de société. Ils sont nécessaires les uns aux autres. Cyrus Smith le savait bien, et quelquefois il se demandait si quelque circonstance ne se produirait pas qu'il serait impuissant à surmonter. Il lui semblait d'ailleurs que ses compagnons et lui, jusque-là si heureux, fussent entrés dans une période néfaste. Depuis plus de 2 ans et demi qu'ils s'étaient échappés de Richmond, on peut dire que tout avait été à leur gré. L'île leur avait abondamment fourni minéraux, végétaux, animaux, et si la nature les avait constamment comblés, leur science avait su tirer parti de ce qu'elle leur offrait. Le bien-être matériel de la colonie était pour ainsi dire complet. De plus, en de certaines circonstances, une influence inexplicable leur était venue en aide. Mais tout cela ne pouvait avoir qu'un temps. Bref, Cyrus Smith croyait s'apercevoir que la chance semblait tourner contre eux. En effet, le navire des convicts avait paru dans les eaux de l'île, et si ces pirates avaient été pour ainsi dire miraculeusement détruits, 6 d'entre eux du moins avaient échappé à la catastrophe. Ils avaient débarqué sur l'île, et les 5 qui survivaient y étaient à peu près insaisissables. Ayrton avait été sans aucun doute massacré par ces misérables, qui possédaient des armes à feu, et au premier emploi qu'ils en avaient fait, Harbert était tombé, frappé presque mortellement. Étaient-ce donc là les premiers coups que la fortune contraire adressait aux colons? Voilà ce que se demandait Cyrus Smith. Voilà ce qu'il répétait souvent aux reporters. Et il leur semblait aussi que cette intervention si étrange, mais si efficace, qui les avait tant servis jusqu'alors, leur faisait maintenant défaut. Cet être mystérieux, quel qu'il fût, dont ils ne pouvaient nier l'existence, avait-il donc abandonné l'île? Avait-il succombé à son tour à ces questions? Aucune réponse n'était possible. Mais qu'on ne s'imagine pas que Cyrus Smith et son compagnon, parce qu'ils causaient de ces choses, fussent gens à désespérer. Loin de là. Ils regardaient la situation en face. Ils analysaient les chances. Ils se préparaient à tout événement. Ils se posaient fermes et droits devant l'avenir. Et si l'adversité devait enfin les frapper, elle trouverait en eux des hommes préparés à la combattre. Fin du chapitre 8 de la 3e partie. Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 9 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 9. La convalescence du jeune malade marchait régulièrement. Une seule chose était maintenant à désirer, c'était que son état permît de le ramener à Granite House. Quelque bien aménagée et approvisionnée que fût l'habitation du corral, on ne pouvait y trouver le confortable de la saine demeure de granit. En outre, elle n'offrait pas la même sécurité, et ses hôtes, malgré leur surveillance, y étaient toujours sous la menace de quelques coups de feu des convicts. Là-bas, au contraire, au milieu de cet inexpugnable et inaccessible massif, ils n'auraient rien à redouter, et toute tentative contre leur personne devrait forcément échouer.
Ils attendaient donc impatiemment le moment auquel Harbert pourrait être transporté sans danger pour sa blessure, et ils étaient décidés à opérer ce transport, bien que les communications à travers les bois du Jacamar fussent très difficiles. On était sans nouvelles de Nab, mais sans inquiétude à son égard. Le courageux nègre, bien retranché dans les profondeurs de Granite House, ne se laisserait pas surprendre. Top ne lui avait pas été renvoyé. Il avait paru inutile d'exposer le fidèle chien à quelques coups de fusil qui eût privé les colons de leur plus utile auxiliaire. On attendait donc, mais les colons avaient hâte d'être réunis à Granite House. Il en coûtait à l'ingénieur de voir ses forces divisées, car c'était faire le jeu des pirates. Depuis la disparition d'Ayrton, il n'était plus que 4 contre 5, car Harbert ne pouvait compter encore, et ce n'était pas le moindre souci du brave enfant qui comprenait bien les embarras dont il était la cause. La question de savoir comment, dans les conditions actuelles, on agirait contre les convicts fut traitée à fond dans la journée du 29 novembre entre Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff, à un moment où Harbert, assoupi, ne pouvait les entendre. Mes amis, dit le reporter après qu'il eut été question de Nab et de l'impossibilité de communiquer avec lui, je crois, comme vous, que se hasarder sur la route du corral, ce serait risquer de recevoir un coup de fusil sans pouvoir le rendre. Mais ne pensez-vous pas que ce qu'il conviendrait de faire maintenant, ce serait de donner franchement la chasse à ces misérables? C'est à quoi je songeais, répondit Pencroff. Nous n'en sommes pas, je suppose, à redouter une balle, et pour mon compte, si monsieur Cyrus m'approuve, je suis prêt à me jeter sur la forêt. Que diable! Un homme en vaut un autre. Mais en vaut-il 5? Demanda l'ingénieur. Je me joindrai à Pencroff, répondit le reporter. Et tous deux, bien armés, accompagnés de Top, mon cher Spilett. Et vous, Pencroff, reprit Cyrus Smith, raisonnons froidement. Si les convicts étaient gîtés dans un endroit de l'île, si cet endroit nous était connu, et s'il ne s'agissait que de les en débusquer, je comprendrais une attaque directe. Mais n'y a-t-il pas lieu de craindre, au contraire, qu'ils ne soient assurés de tirer le premier coup de feu? Eh, monsieur Cyrus, s'écria Pencroff, une balle ne va pas toujours à son adresse. Celle qui a frappé Harbert ne s'est pas égarée, Pencroff, répondit l'ingénieur. D'ailleurs, remarquez que si tous les deux vous quittiez le corral, j'y resterai seul pour le défendre. Répondez-vous que les convicts ne vous verront pas l'abandonner, qu'ils ne vous laisseront pas vous engager dans la forêt, et qu'ils ne l'attaqueront pas pendant votre absence, sachant qu'il n'y aura plus ici qu'un enfant blessé et un homme? Vous avez raison, monsieur Cyrus, répondit Pencroff, dont une sourde colère gonflait la poitrine. Vous avez raison. Ils feront tout pour reprendre le corral, qu'ils savent être bien approvisionnés, et seuls vous ne pourriez tenir contre eux. Oh! Si nous étions à Granite House, si nous étions à Granite House, répondit l'ingénieur, la situation serait très différente. Là, je ne craindrais pas de laisser Harbert avec l'un de nous, et les 3 autres iraient fouiller les forêts de l'île. Mais nous sommes au corral, et il convient d'y rester jusqu'au moment où nous pourrons le quitter tous ensemble. Il n'y avait rien à répondre au raisonnement de Cyrus Smith, et ses compagnons le comprirent bien. Si seulement Ayrton eût encore été des nôtres, dit Gédéon Spilett. Pauvre homme, son retour à la vie sociale n'aura été que de courte durée. S'il est mort, ajouta Pencroff d'un ton assez singulier. Espérez-vous donc, Pencroff, que ces coquins l'aient épargné? Demanda Gédéon Spilett. Oui, s'ils ont eu intérêt à le faire. Quoi? Vous supposeriez qu'Ayrton, retrouvant ses anciens complices, oubliant tout ce qu'il nous doit? Que sait-on? Répondit le marin, qui ne hasardait pas sans hésiter cette fâcheuse supposition. Pencroff, dit Cyrus Smith en prenant le bras du marin, vous avez là une mauvaise pensée, et vous m'affligeriez beaucoup si vous persistiez à parler ainsi. Je garantis la fidélité d'Ayrton. Moi aussi, ajouta vivement le reporter. Oui, oui, monsieur Cyrus, j'ai tort, répondit Pencroff. C'est une mauvaise pensée, en effet, que j'ai eue là, et rien ne la justifie. Mais que voulez-vous, je n'ai plus tout à fait la tête à moi. Cet emprisonnement au corral me pèse horriblement, et je n'ai jamais été surexcité comme je le suis. Soyez patient, Pencroff, répondit l'ingénieur.
Dans combien de temps, mon cher Spilett, croyez-vous qu'Harbert puisse être transporté à Granite House? Cela est difficile à dire, Cyrus, répondit le reporter, car une imprudence pourrait entraîner des conséquences funestes. Mais enfin, sa convalescence se fait régulièrement, et si d'ici 8 jours les forces lui sont revenues, eh bien, nous verrons. 8 jours, cela remettrait le retour à Granite House au premier jour de décembre seulement. À cette époque, le printemps avait déjà 2 mois de date. Le temps était beau et la chaleur commençait à devenir forte. Les forêts de l'île étaient en pleine frondaison et le moment approchait où les récoltes accoutumées devraient être faites. La rentrée au plateau de Grande-Vue serait donc suivie de grands travaux agricoles qu'interromprait seule l'expédition projetée dans l'île. On comprend donc combien cette séquestration au corral devait nuire aux colons. Mais s'ils étaient obligés de se courber devant la nécessité, ils ne le faisaient pas sans impatience. 1 ou 2 fois, le reporter se hasarda sur la route et fit le tour de l'enceinte palissadée. Top l'accompagnait et Gédéon Spilett, sa carabine armée, était prêt à tout événement. Il ne fit aucune mauvaise rencontre et ne trouva aucune trace suspecte. Son chien l'eût averti de tout danger, et comme Top n'aboya pas, on pouvait en conclure qu'il n'y avait rien à craindre, en ce moment du moins, et que les convicts étaient occupés dans une autre partie de l'île. Cependant, à sa seconde sortie, le 27 novembre, Gédéon Spilett, qui s'était aventuré sous bois pendant un quart de mille dans le sud de la montagne, remarqua que Top sentait quelque chose. Le chien n'avait plus son allure indifférente, il allait et venait, furetant dans les herbes et les broussailles, comme si son odorat lui eût révélé quelque objet suspect. Gédéon Spilett suivit Top, l'encouragea, l'excita de la voix, tout en ayant l'œil aux aguets, la carabine épaulée, et en profitant de l'abri des arbres pour se couvrir. Il n'était pas probable que Top eût senti la présence d'un homme, car, dans ce cas, il l'aurait annoncé par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère sourde. Or, puisqu'il ne faisait entendre aucun grondement, c'est que le danger n'était ni prochain ni proche. 5 minutes environ se passèrent ainsi, Top furetant, le reporter le suivant avec prudence, quand tout à coup le chien se précipita vers un épais buisson et en tira un lambeau d'étoffe. C'était un morceau de vêtement, maculé, lacéré, que Gédéon Spilett rapporta immédiatement au corral. Là, les colons l'examinèrent, et ils reconnurent que c'était un morceau de la veste d'Ayrton, morceau de ce feutre uniquement fabriqué à l'atelier de Granite House. Vous le voyez, Pencroff, fit observer Cyrus Smith, il y a eu résistance de la part du malheureux Ayrton. Les convicts l'ont entraîné malgré lui. Doutez-vous encore de son honnêteté? Non, monsieur Cyrus, répondit le marin, et voilà longtemps que je suis revenu de ma défiance d'un instant. Mais il y a, ce me semble, une conséquence à tirer de ce fait. Laquelle? Demanda le reporter. C'est qu'Ayrton n'a pas été tué au corral. C'est qu'on l'a entraîné vivant puisqu'il a résisté. Or, peut-être vit-il encore. Peut-être, en effet, répondit l'ingénieur qui demeura pensif. Il y avait là un espoir auquel pouvaient se reprendre les compagnons d'Ayrton. En effet, ils avaient dû croire que, surpris au corral, Ayrton était tombé sous quelques balles, comme était tombé Harbert. Mais si les convicts ne l'avaient pas tué tout d'abord, s'ils l'avaient emmené vivant dans quelque autre partie de l'île, ne pouvait-on admettre qu'il fût encore leur prisonnier? Peut-être même l'un d'eux avait-il retrouvé dans Ayrton un ancien compagnon d'Australie, le Ben Joyce, le chef des convicts évadés. Et qui sait s'ils n'avaient pas conçu l'espoir impossible de ramener Ayrton à eux? Il leur eût été si utile s'ils avaient pu en faire un traître. Cet incident fut donc favorablement interprété au corral, et il ne sembla plus impossible qu'on retrouvât Ayrton. De son côté, s'il n'était que prisonnier, Ayrton ferait tout, sans doute, pour échapper aux mains de ces bandits, et ce serait un puissant auxiliaire pour les colons. En tout cas, fit observer Gédéon Spilett, si, par bonheur, Ayrton parvient à se sauver, c'est à Granite House qu'il ira directement, car il ne connaît pas la tentative d'assassinat dont Harbert a été victime, et par conséquent, il ne peut croire que nous soyons emprisonnés au corral.
ah, je voudrais qu'il y fût à Granite House, s'écria Pencroff, et que nous y fussions aussi, car, enfin, si les coquins ne peuvent rien tenter contre notre demeure, du moins peuvent-ils saccager le plateau, nos plantations, notre basse-cour. Pencroff était devenu un vrai fermier, attaché de cœur à ses récoltes, mais il faut dire qu'Harbert était plus que tous impatient de retourner à Granite House, car il savait combien la présence des colons y était nécessaire. Et c'était lui qui les retenait au corral. Aussi cette idée unique occupait-elle son esprit. Quitter le corral, le quitter quand même. Il croyait pouvoir supporter le transport à Granite House. Il assurait que les forces lui reviendraient plus vite dans sa chambre, avec l'air et la vue de la mer. Plusieurs fois il pressa Gédéon Spilett, mais celui-ci, craignant avec raison que les plaies d'Harbert, mal cicatrisées, ne se rouvrissent en route, ne donnait pas l'ordre de partir. Cependant, un incident se produisit qui entraîna Cyrus Smith et ses deux amis à céder au désir du jeune garçon, et Dieu sait ce que cette détermination pouvait leur causer de douleur et de remords. On était au 29 novembre, il était 7 heures du matin. Les trois colons causaient dans la chambre d'Harbert quand ils entendirent Top pousser de vifs aboiements. Cyrus Smith, Pencroff et Gédéon Spilett saisirent leurs fusils, toujours prêts à faire feu, et ils sortirent de la maison. Top, ayant couru au pied de l'enceinte palissadée, sautait, aboyait, mais c'était contentement, non colère. Quelqu'un vient. Oui, ce n'est pas un ennemi. Nab, peut-être. Où est Ayrton? À peine ces mots avaient-ils échangés entre l'ingénieur et ses deux compagnons qu'un corps bondissait par-dessus la palissade et retombait sur le sol du corral. C'était Jup, maître Jup en personne, auquel Top fit un véritable accueil d'amis. Jup, s'écria Pencroff, c'est Nab qui nous l'envoie, dit le reporter. Alors, répondit l'ingénieur, il doit avoir quelque biais sur lui. Pencroff se précipita vers l'orang. Évidemment, si Nab avait eu quelque fait important à faire connaître à son maître, il ne pouvait employer un plus sûr et plus rapide messager, qui pouvait passer là où ni les colons ni Top lui-même n'auraient peut-être pu le faire. Cyrus Smith ne s'était pas trompé. Au cou de Jup était pendu un petit sac, et dans ce sac se trouvait un billet tracé de la main de Nab, que l'on juge du désespoir de Cyrus Smith et de ses compagnons quand ils lurent ces mots. Vendredi, 6 heures, matin. Plateau envahi par les convicts. Nab. Ils se regardèrent sans prononcer un mot. Puis ils rentrèrent dans la maison. Que devaient-ils faire? Les convicts au plateau de Grande-Vue, c'était le désastre, la dévastation, la ruine. Harbert, en voyant rentrer l'ingénieur, le reporter et Pencroff, comprit que la situation venait de s'aggraver, et quand il aperçut Jup, il ne douta plus qu'un malheur ne menaçât Granite House. Monsieur Cyrus, dit-il, je veux partir. Je puis supporter la route. Je veux partir. Gédéon Spilett s'approcha d'Harbert. Puis, après l'avoir regardé, partons donc, dit-il. La question fut vite décidée de savoir si Harbert serait transporté sur une civière ou dans le chariot qui avait été amené par Ayrton au corral. La civière aurait eu des mouvements plus doux pour le blesser, mais elle nécessitait deux porteurs, c'est-à-dire que deux fusils manqueraient à la défense si une attaque se produisait en route. Ne pouvait-on, au contraire, en employant le chariot, laisser tous les bras disponibles? Était-il donc impossible d'y placer les matelas sur lesquels reposait Harbert et de s'avancer avec tant de précaution que tout choc lui fût évité? On le pouvait. Le chariot fut amené. Pencroff y attela l'onagga. Cyrus Smith et le reporter soulevèrent les matelas d'Harbert et ils les posèrent sur le fond du chariot entre les deux ridelles. Le temps était beau. De vifs rayons de soleil se glissaient à travers les arbres. Les armes sont-elles prêtes? Demanda Cyrus Smith. Elles l'étaient. L'ingénieur et Pencroff, armés chacun d'un fusil à deux coups, et Gédéon Spilett, tenant sa carabine, n'avaient plus qu'à partir. Es-tu bien, Harbert? Demanda l'ingénieur. Ah, monsieur Cyrus, répondit le jeune garçon, soyez tranquille, je ne mourrai pas en route. En parlant ainsi, on voyait que le pauvre enfant faisait appel à toute son énergie, et que par une suprême volonté, il retenait ses forces prêtes à s'éteindre. L'ingénieur sentit son cœur se serrer douloureusement.
Il hésita encore à donner le signal du départ, mais c'eût été désespérer Harbert, le tuer peut-être. En route, dit Cyrus Smith. La porte du corral fut ouverte. Jup et Top, qui savaient se taire à propos, se précipitèrent en avant. Le chariot sortit, la porte fut refermée, et l'onagga, dirigé par Pencroff, s'avança d'un pas lent. Certes, mieux aurait valu prendre une route autre que celle qui allait directement du corral à Granite House, mais le chariot eût éprouvé de grandes difficultés à se mouvoir sous bois. Il fallut donc suivre cette voie, bien qu'elle dût être connue des convicts. Cyrus Smith et Gédéon Spilett marchaient de chaque côté du chariot, prêts à répondre à toute attaque. Toutefois, il n'était pas probable que les convicts eussent encore abandonné le plateau de Grande-Vue. Le billet de Nab avait évidemment été écrit et envoyé dès que les convicts s'y étaient montrés. Or, ce billet était daté de 6 heures du matin, et l'agile Orang, habitué à venir fréquemment au corral, avait mis à peine 3/4 d'heure à franchir les 5 milles qui le séparaient de Granite House. La route devait donc être sûre en ce moment, et s'il y avait à faire le coup de feu, ce ne serait vraisemblablement qu'aux approches de Granite House. Cependant, les colons se tenaient sévèrement sur leurs gardes. Top et Jup, celui-ci armé de son bâton, tantôt en avant, tantôt battant le bois sur les côtés du chemin, ne signalaient aucun danger. Le chariot avançait lentement, sous la direction de Pencroff. Il avait quitté le corral à 7h30. 1 heure après, 4 milles sur 5 avaient été franchis, sans qu'il se fût produit aucun incident. La route était déserte, comme toute cette partie du bois de Jacamar qui s'étendait entre la Mercy et le lac. Aucune alerte n'eut lieu. Les taillis semblaient être aussi déserts qu'au jour où les colons atterrirent sur l'île. On approchait du plateau, 1 mille encore, et on apercevrait le ponceau du creek Glycérine. Cyrus Smith ne doutait pas que ce ponceau ne fût en place, soit que les convicts fussent entrés par cet endroit, soit que, après avoir passé un des cours d'eau qui fermaient l'enceinte, ils eussent pris la précaution de la baisser, afin de se ménager une retraite. Enfin, la trouée des derniers arbres laissa voir l'horizon de mer. Mais le chariot continua sa marche, car aucun de ses défenseurs ne pouvait songer à l'abandonner. En ce moment, Pencroff arrêta l'onagga, et d'une voix terrible. « Oh, les misérables !» s'écria-t-il, et de la main, il montra une épaisse fumée qui tourbillonnait au-dessus du moulin, des étables et des bâtiments de la basse-cour. Un homme s'agitait au milieu de ces vapeurs. C'était Nab. Ses compagnons poussèrent un cri. Il les entendit et courut à eux. Les convicts avaient abandonné le plateau depuis une demi-heure environ, après l'avoir dévasté. « Eh, Mr. Harbert !» s'écria Nab. Gédéon Spilett revint en ce moment au chariot. Harbert avait perdu connaissance. Fin du chapitre 9 de la 3e partie, enregistré par Zécou, à Tournai en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 10 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 10. Des convicts, des dangers qui menaçaient Granite House, des ruines dont le plateau était couvert, il ne fut plus question. L'état d'Harbert dominait tout. Le transport lui avait-il été funeste, en provoquant quelques lésions intérieures? Le reporter ne pouvait le dire, mais ses compagnons et lui étaient désespérés. Le chariot fut amené au coude de la rivière. Là, quelques branches, disposées en forme de civière, reçurent les matelas sur lesquels reposait Harbert évanoui. 10 minutes après, Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient au pied de la muraille, laissant à Nab le soin de reconduire le chariot sur le plateau de Grande-Vue. L'ascenseur fut mis en mouvement, et bientôt Harbert était étendu sur sa couchette de Granite House. Les soins qui lui furent prodigués le ramenèrent à la vie. Il sourit un instant en se retrouvant dans sa chambre, mais il put à peine murmurer quelques paroles, tant sa faiblesse était grande. Gédéon Spilett visita ses plaies.
ils craignaient qu'elles ne se fussent rouvertes, étant imparfaitement cicatrisées. Il n'en était rien. D'où venait donc cette prostration? Pourquoi l'état d'Harbert avait-il empiré? Le jeune garçon fut pris alors d'une sorte de sommeil fiévreux, et le reporter et Pencroff demeurèrent près de son lit. Pendant ce temps, Cyrus Smith mettait Nab au courant de ce qui s'était passé au corral, et Nab racontait à son maître les événements dont le plateau venait d'être le théâtre. C'était seulement pendant la nuit précédente que les convicts s'étaient montrés sur la lisière de la forêt, aux approches du creek Glycérine. Nab, qui veillait près de la basse-cour, n'avait pas hésité à faire feu sur l'un de ces pirates, qui se disposait à travers le cours d'eau. Mais, dans cette nuit assez obscure, il n'avait pu savoir si ce misérable avait été atteint. En tout cas, cela n'avait pas suffi pour écarter la bande, et Nab n'eut que le temps de remonter à Granite House, où il se trouva du moins en sûreté. Mais que faire alors? Comment empêcher les dévastations dont les convicts menaçaient le plateau? Nab avait-il un moyen de prévenir son maître? Et d'ailleurs, dans quelle situation se trouvaient eux-mêmes les hôtes du corral? Cyrus Smith et ses compagnons étaient partis depuis le 11 novembre, et l'on était au 29. Il y avait donc 19 jours que Nab n'avait eu d'autres nouvelles que celles que Top lui avait apportées, nouvelles désastreuses. Ayrton disparu, Harbert grièvement blessé, l'ingénieur, le reporter, le marin, pour ainsi dire emprisonnés dans le corral. Que faire? Se demandait le pauvre Nab. Pour lui, personnellement, il n'avait rien à craindre, car les convicts ne pouvaient l'atteindre dans Granite House. Mais les constructions, les plantations, tous ces aménagements à la merci des pirates, ne convenait-il pas de laisser Cyrus Smith juge de ce qu'il aurait à faire et de le prévenir, au moins, du danger qui le menaçait? Nab eut alors la pensée d'employer Jup et de lui confier un billet. Il connaissait l'extrême intelligence de l'orang, qui avait été souvent mise à l'épreuve. Jup comprenait ce mot de corral, qui avait été souvent prononcé devant lui, et l'on se rappelle même que bien souvent il y avait conduit le chariot en compagnie de Pencroff. Le jour n'avait pas encore paru. L'agile orang saurait bien passer inaperçu dans ces bois, dont les convicts d'ailleurs devraient le croire un des habitants naturels. Nab n'hésita pas. Il écrivit le billet, il l'attacha au cou de Jup, il amena le singe à la porte de Granite House, de laquelle il laissa dérouler une longue corde jusqu'à terre. Puis, à plusieurs reprises, il répéta ces mots. « Jup! Jup! Corral! Corral !» L'animal comprit, saisit la corde, se laissa glisser rapidement jusqu'à la grève et disparut dans l'ombre, sans que l'attention des convicts eût été aucunement éveillée. « Tu as bien fait, Nab, » répondit Cyrus Smith. « Mais en ne nous prévenant pas, peut-être aurais-tu mieux fait encore. » Et en parlant ainsi, Cyrus Smith songeait à Harbert, dont le transport semblait avoir si gravement compromis la convalescence. Nab acheva son récit. Les convicts ne s'étaient point montrés sur la grève. Ne connaissant pas le nombre des habitants de l'île, il pouvait supposer que Granite House était défendu par une troupe importante. Il devait se rappeler que pendant l'attaque du brick, de nombreux coups de feu les avaient accueillis, tant des roches inférieures que des roches supérieures, et sans doute ils ne voulurent pas s'exposer. Mais le plateau de grande vue leur était ouvert, et n'était point enfilé par les feux de Granite House. Ils s'y livrèrent donc à leur instinct de déprédation, saccageant, brûlant, faisant le mal pour le mal, et ils ne se retirèrent qu'une demi-heure avant l'arrivée des colons, qu'ils devaient croire encore confinés au corral. Nab s'était précipité hors de sa retraite. Il était remonté sur le plateau, au risque d'y recevoir quelques balles. Il avait essayé d'éteindre l'incendie qui consumait les bâtiments de la basse-cour, et il avait lutté, mais inutilement, contre le feu, jusqu'au moment où le chariot parut sur la lisière du bois. Tels avaient été ces graves événements. La présence des convicts constituait une menace permanente pour les colons de l'île Lincoln, jusque-là si heureux et qui pouvaient s'attendre à de plus grands malheurs encore. Gédéon Spilett demeura à Granite House près d'Harbert et de Pencroff, tandis que Cyrus Smith, accompagné de Nab, allait juger par lui-même de l'étendue du désastre. Il était heureux que les convicts ne se fussent pas avancés jusqu'au pied de Granite House. Les ateliers des cheminées n'auraient pas échappé à la dévastation. Mais, après tout, ce mal eût été peut-être plus facilement réparable que les ruines accumulées sur le plateau de grande vue. Cyrus Smith et Nab se dirigèrent vers la Mercy et en remontèrent la rive gauche, sans rencontrer aucune trace du passage des convicts.
De l'autre côté de la rivière, dans l'épaisseur du bois, ils n'aperçurent non plus aucun indice suspect. D'ailleurs, voici ce qu'on pouvait admettre. Suivant toute probabilité, ou les convicts connaissaient le retour des colons à Granite House, car ils avaient pu les voir passer sur la route du corral, ou, après la dévastation du plateau, ils s'étaient enfoncés dans le bois de Jacamar, en suivant le cours de la Mercy, et ils ignoraient ce retour. Dans le premier cas, ils avaient dû retourner vers le corral, maintenant sans défenseur, et qui renfermait des ressources précieuses pour eux. Dans le second, ils avaient dû regagner leur campement et attendre là quelque occasion de recommencer l'attaque. Il y aurait donc lieu de les prévenir, mais toute entreprise destinée à en débarrasser l'île était encore subordonnée à la situation d'Harbert. En effet, Cyrus Smith n'aurait pas trop de toutes ses forces, et personne ne pouvait en ce moment quitter Granite House. L'ingénieur et Nab arrivèrent sur le plateau. C'était une désolation. Les champs avaient été piétinés. Les épis de la moisson qui allait être faite gisaient sur le sol. Les autres plantations n'avaient pas moins souffert. Le potager était bouleversé. Heureusement, Granite House possédait une réserve de graines qui permettait de réparer ces dommages. Quant au moulin et aux bâtiments de la basse-cour, à l'étable des onaggas, le feu avait tout détruit. Quelques animaux effarés rôdaient à travers le plateau. Les volatiles, qui s'étaient réfugiés pendant l'incendie sur les eaux du lac, revenaient déjà à leur emplacement habituel et barbotaient sur les rives. Là, tout serait à refaire. La figure de Cyrus Smith, plus pâle que d'ordinaire, dénotait une colère intérieure qu'il ne dominait pas sans peine, mais il ne prononça pas une parole. Une dernière fois, il regarda ces champs dévastés, la fumée qui s'élevait encore des ruines, puis il revint à Granite House. Les jours qui suivirent furent les plus tristes que les colons eussent jusqu'alors passés dans l'île. La faiblesse d'Harbert s'accroissait visiblement. Il semblait qu'une maladie plus grave, conséquence du profond trouble physiologique qu'il avait subi, menaçât de se déclarer, et Gédéon Spilett pressentait une telle aggravation dans son état qu'il serait impuissant à la combattre. En effet, Harbert demeurait dans une sorte d'assoupissement presque continu, et quelques symptômes de délire commencèrent à se manifester. Des tisanes rafraîchissantes, voilà les seuls remèdes qui fussent à la disposition des colons. La fièvre n'était pas encore très forte, mais bientôt elle parut vouloir s'établir par accès réguliers. Gédéon Spilett le reconnut le 6 décembre. Le pauvre enfant, dont les doigts, le nez, les oreilles devinrent extrêmement pâles, fut d'abord pris de frissons légers, d'horripilation, de tremblements. Son pouls était petit et irrégulier, sa peau sèche, sa soif intense. À cette période succéda bientôt une période de chaleur. Le visage s'anima, la peau rougit, le pouls s'accéléra, puis une sueur abondante se manifesta, à la suite de laquelle la fièvre parut diminuer. L'accès avait duré 5 heures environ. Gédéon Spilett n'avait pas quitté Harbert, qui était pris maintenant d'une fièvre intermittente. Ce n'était que trop certain, et cette fièvre, il fallait à tout prix la couper avant qu'elle devînt plus grave. Et pour la couper, dit Gédéon Spilett à Cyrus Smith, il faut un fébrifuge. Un fébrifuge, répondit l'ingénieur. Nous n'avons ni quinquina ni sulfate de quinine. Non, dit Gédéon Spilett, mais il y a des saules sur le bord du lac, et l'écorce de saule peut quelquefois remplacer la quinine. Essayons donc sans perdre un instant, répondit Cyrus Smith. L'écorce de saule, en effet, a été justement considérée comme un succédané du quinquina, aussi bien que le marronnier de l'Inde, la feuille de houx, la serpentaire, etc. Il fallait évidemment essayer de cette substance, bien qu'elle ne voulût pas le quinquina, et l'employer à l'état naturel, puisque les moyens manquaient pour en extraire l'alcaloïde, c'est-à-dire la salicine. Cyrus Smith alla lui-même couper sur le tronc d'une espèce de saule noire quelques morceaux d'écorce. Il les rapporta à Granite House. Il les réduisit en poudre, et cette poudre fut administrée le soir même à Harbert. La nuit se passa sans incident grave. Harbert eut quelques délires, mais la fièvre ne reparut pas dans la nuit, et elle ne revint pas davantage le jour suivant. Pencroff reprit quelque espoir. Gédéon Spilett ne disait rien. Il pouvait se faire que les intermittences ne fussent pas quotidiennes, que la fièvre fût tierce, en un mot, et qu'elle revînt le lendemain.
Aussi, ce lendemain, l'attendit-on avec la plus vive anxiété. On pouvait remarquer en outre que pendant la période apyrexique, Harbert demeurait comme brisé, ayant la tête lourde et facile aux étourdissements. Autre symptôme qui effraya au dernier point le reporter, le foie d'Harbert commençait à se congestionner, et bientôt un délire plus intense démontra que son cerveau se prenait aussi. Gédéon Spilett fut atterré devant cette nouvelle complication. Il emmena l'ingénieur à part. C'est une fièvre pernicieuse, lui dit-il. Une fièvre pernicieuse, s'écria Cyrus Smith. Vous vous trompez, Spilett. Une fièvre pernicieuse ne se déclare pas spontanément. Il faut en avoir eu le germe. Je ne me trompe pas, répondit le reporter. Harbert aura sans doute contracté ce germe dans les marais de l'île, et cela suffit. Il a déjà éprouvé un premier accès. Si un second accès survient, et si nous ne parvenons pas à en empêcher le troisième, il est perdu. Mais cette écorce de saule, elle est insuffisante, répondit le reporter. Et un troisième accès de fièvre pernicieuse qu'on ne coupe pas au moyen de la quinine est toujours mortel. Heureusement, Pencroff n'avait rien entendu de cette conversation. Il fut devenu fou. On comprend dans quelles inquiétudes furent l'ingénieur et le reporter pendant cette journée du 7 novembre et pendant la nuit qui la suivit. Vers le milieu de la journée, le second accès se produisit. La crise fut terrible. Harbert se sentait perdu. Il tendait ses bras vers Cyrus Smith, vers Spilett, vers Pencroff. Il ne voulait pas mourir. Cette scène fut déchirante. Il fallut éloigner Pencroff. L'accès dura 5 heures. Il était évident qu'Harbert n'en supporterait pas un troisième. La nuit fut affreuse. Dans son délire, Harbert disait des choses qui fendaient le cœur de ses compagnons. Il divaguait, il luttait contre les convicts, il appelait Ayrton, il suppliait cet être mystérieux, ce protecteur, disparu maintenant, et dont l'image l'obsédait. Puis il retombait dans une prostration profonde qui l'anéantissait tout entier. Plusieurs fois, Gédéon Spilett crut que le pauvre garçon était mort. La journée du lendemain, 8 décembre, ne fut qu'une succession de faiblesses. Les mains amaigries d'Harbert se crispaient à ses draps. On lui avait administré de nouvelles doses d'écorce pilée, mais le reporter n'en attendait plus aucun résultat. Si avant demain matin nous ne lui avons pas donné un fébrifuge plus énergique, dit le reporter, Harbert sera mort. La nuit arriva. La dernière nuit sans doute de cet enfant courageux, bon, intelligent, si supérieur à son âge, et que tous aimaient comme leur fils. Le seul remède qui existât contre cette terrible fièvre pernicieuse, le seul spécifique qui pût la vaincre, ne se trouvait pas dans l'île Lincoln. Pendant cette nuit du 8 au 9 décembre, Harbert fut repris d'un délire plus intense. Son foie était horriblement congestionné, son cerveau attaqué, et déjà il était impossible qu'il reconnût personne. Vivrait-il jusqu'au lendemain? Jusqu'à ce troisième accès qui devait immanquablement l'emporter? Ce n'était plus probable. Ses forces étaient épuisées, et dans l'intervalle des crises, il était comme inanimé. Vers 3 heures du matin, Harbert poussa un cri effrayant. Il sembla se tordre dans une suprême convulsion. Nab, qui était près de lui, épouvanté, se précipita dans la chambre voisine où veillaient ses compagnons. Top, en ce moment, aboya d'une façon étrange. Tous rentrèrent aussitôt et parvinrent à maintenir l'enfant mourant, qui voulait se jeter hors de son lit, pendant que Gédéon Spilett, lui prenant le bras, sentait son pouls remonter peu à peu. Il était 5 heures du matin. Les rayons du soleil levant commençaient à se glisser dans les chambres de Granite House. Une belle journée s'annonçait, et cette journée allait être la dernière du pauvre Harbert. Un rayon se glissa jusqu'à la table qui était placée près du lit. Soudain, Pencroff, poussant un cri, montra un objet placé sur cette table. C'était une petite boîte oblongue, dont le couvercle portait ces mots: sulfate de quinine. Fin du chapitre 10 de la 3e partie. Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 11 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org.
enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 11. Gédéon Spilett prit la boîte. Il l'ouvrit. Elle contenait environ 200 grains d'une poudre blanche dont il porta quelques particules à ses lèvres. L'extrême amertume de cette substance ne pouvait le tromper. C'était bien le précieux alcaloïde du quinquina, l'antipériodique par excellence. Il fallait sans hésiter administrer cette poudre à Harbert. Comment elle se trouvait là, on discuterait plus tard. « Du café » demanda Gédéon Spilett. Quelques instants après, Nab apportait une tasse de l'infusion tiède. Gédéon Spilett y jeta environ 18 grains de la quinine, et on parvint à faire boire cette mixture à Harbert. Il était temps encore, car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas manifesté. Et qu'il soit permis d'ajouter, il ne devait pas revenir. D'ailleurs, il faut le dire aussi, tous avaient repris espoir. L'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée, et dans un moment suprême, quand on désespérait d'elle. Au bout de quelques heures, Harbert reposait plus paisiblement. Les colons purent causer alors de cet incident. L'intervention de l'inconnu était plus évidente que jamais. Mais comment avait-il pu pénétrer pendant la nuit jusque dans Granite House? C'était absolument inexplicable, et, en vérité, la façon dont procédait le génie de l'île était non moins étrange que le génie lui-même. Durant cette journée, et de 3 heures en 3 heures environ, le sulfate de quinine fut administré à Harbert. Harbert, dès le lendemain, éprouvait une certaine amélioration. Certes, il n'était pas guéri, et les fièvres intermittentes sont sujettes à de fréquentes et dangereuses récidives, mais les soins ne lui manquèrent pas. Et puis, le spécifique était là, et non loin, sans doute, celui qui l'avait apporté. Enfin, un immense espoir revint au cœur de tous. Cet espoir ne fut pas trompé. 10 jours après, le 20 décembre, Harbert entrait en convalescence. Il était faible encore, et une diète sévère lui avait été imposée. Mais aucun accès n'était revenu. Et puis, le docile enfant se soumettait si volontiers à toutes les prescriptions qu'on lui imposait. Il avait tant envie de guérir. Pencroff était comme un homme qu'on a retiré du fond d'un abîme. Il avait des crises de joie qui tenaient du délire. Après que le moment du troisième accès eût été passé, il avait serré le reporter dans ses bras à l'étouffer. Depuis lors, il ne l'appela plus que le docteur Spilett. Restait à découvrir le vrai docteur. On le découvrira, répétait le marin. Et certes, cet homme, quel qu'il fût, devait s'attendre à quelque rude embrassade du digne Pencroff. Le mois de décembre se termina, et avec lui cette année 1867, pendant laquelle les colons de l'île Lincoln venaient d'être si durement éprouvés. Ils entrèrent dans l'année 1868 avec un temps magnifique, une chaleur superbe, une température tropicale que la brise de mer venait heureusement rafraîchir. Harbert renaissait, et de son lit, placé près d'une des fenêtres de Granite House, il humait cet air salubre, chargé d'émanations salines qui lui rendaient la santé. Il commençait à manger, et Dieu sait quels bons petits plats légers et savoureux lui préparait Nab. C'était à donner envie d'avoir été mourant, disait Pencroff. Pendant toute cette période, les convicts ne s'étaient pas montrés une seule fois aux environs de Granite House. D'Ayrton, point de nouvelles. Et si l'ingénieur et Harbert conservaient encore quelque espoir de le retrouver, leur compagnon ne mettait plus en doute que le malheureux n'eût succombé. Toutefois, ces incertitudes ne pouvaient durer, et, dès que le jeune garçon serait valide, l'expédition, dont le résultat devait être si important, serait entreprise. Mais il fallait attendre un mois peut-être, car ce ne serait pas trop de toutes les forces de la colonie pour avoir raison des convicts. Du reste, Harbert allait de mieux en mieux. La congestion du foie avait disparu, et les blessures pouvaient être considérées comme cicatrisées définitivement. Pendant ce mois de janvier, d'importants travaux furent faits au plateau de Grande Vue, mais ils consistèrent uniquement à sauver ce qui pouvait l'être des récoltes dévastées, soit en blé, soit en légumes. Les graines et les plants furent recueillis, de manière à fournir une nouvelle moisson pour la demi-saison prochaine.
Quant à relever les bâtiments de la basse-cour, le moulin, les écuries, Cyrus Smith préféra attendre. Tandis que ses compagnons et lui seraient à la poursuite des convicts, ceux-ci pourraient bien rendre une nouvelle visite au plateau, et il ne fallait pas leur donner sujet de reprendre leur métier de pillards et d'incendiaires. Quand on aurait purgé l'île de ces malfaiteurs, on verrait à réédifier. Le jeune convalescent avait commencé à se lever dans la seconde quinzaine du mois de janvier, d'abord 1 heure par jour, puis 2, puis 3. Les forces lui revenaient à vue d'œil, tant sa constitution était vigoureuse. Il avait 18 ans alors. Il était grand et promettait de devenir un homme de noble et belle prestance. À partir de ce moment, sa convalescence, tout en exigeant encore quelques soins, et le docteur Spilett se montrait fort sévère, marcha régulièrement. Vers la fin du mois, Harbert parcourait déjà le plateau de Grande-Vue et les grèves. Quelques bains de mer qu'il prit en compagnie de Pencroff et de Nab lui firent le plus grand bien. Cyrus Smith crut pouvoir d'ores et déjà indiquer le jour du départ, qui fut fixé au 15 février prochain. Les nuits, très claires à cette époque de l'année, seraient propices aux recherches qu'il s'agissait de faire sur toute l'île. Les préparatifs exigés par cette exploration furent donc commencés, et ils devaient être importants, car les colons s'étaient jurés de ne point rentrer à Granite House avant que leur double but eût été atteint. D'une part, détruire les convicts et retrouver Ayrton, s'il vivait encore. De l'autre, découvrir celui qui présidait si efficacement aux destinées de la colonie. De l'île Lincoln, les colons connaissaient à fond toute la côte orientale depuis le cap Griffe jusqu'au cap Mandibule, les vastes marais des Tadornes, les environs du lac Grant, les bois de Jacamar compris entre la route du Corral et la Mercy, les cours de la Mercy et du Creek Rouge, et enfin les contreforts du mont Franklin, entre lesquels avait été établi le Corral. Ils avaient exploré, mais d'une manière imparfaite seulement, le vaste littoral de la baie Washington depuis le cap Griffe jusqu'au promontoire du Reptile, la lisière forestière et marécageuse de la côte ouest et ces interminables dunes qui finissaient à la gueule entr'ouverte du golfe du Requin. Mais ils n'avaient reconnu en aucune façon les larges portions boisées qui couvraient la presqu'île serpentine, toute la droite de la Mercy, la rive gauche de la rivière de la Chute et l'enchevêtrement de ces contreforts et de ces contre-vallées qui supportaient les 3/4 de la base du mont Franklin à l'ouest, au nord et à l'est, là où tant de retraites profondes existaient sans doute. Par conséquent, plusieurs milliers d'acres de l'île avaient encore échappé à leurs investigations. Il fut donc décidé que l'expédition se porterait à travers le Far West, de manière à englober toute la partie située sur la droite de la Mercy. Peut-être eût-il mieux valu se diriger d'abord sur le Corral, où l'on devait craindre que les convicts ne se fussent de nouveau réfugiés, soit pour le piller, soit pour s'y installer. Mais où la dévastation du Corral était un fait accompli maintenant, et il était trop tard pour l'empêcher, où les convicts avaient eu intérêt à s'y retrancher, et il serait toujours temps d'aller les relancer dans leur retraite. Donc, après discussion, le premier plan fut maintenu, et les colons résolurent de gagner à travers bois le promontoire du Reptile. Ils chemineraient à la hache et jetteraient ainsi le premier tracé d'une route qui mettrait en communication Granite House et l'extrémité de la presqu'île, sur une longueur de 16 à 17 milles. Le chariot était en parfait état. Les onaggas, bien reposés, pourraient fournir une longue traite. Vivres, effets de campement, cuisine portative, ustensiles divers furent chargés sur le chariot, ainsi que les armes et les munitions choisies avec soin dans l'arsenal maintenant si complet de Granite House. Mais il ne fallait pas oublier que les convicts couraient peut-être les bois, et que, au milieu de ces épaisses forêts, un coup de fusil était vite tiré et reçu. De là, nécessité pour la petite troupe des colons de rester compacte et de ne se diviser sous aucun prétexte. Il fut également décidé que personne ne resterait à Granite House. Top et Jup eux-mêmes devaient faire partie de l'expédition. L'inaccessible demeure pouvait se garder toute seule. Le 14 février, veille du départ, était un dimanche. Il fut consacré tout entier au repos et sanctifié par les actions de grâce que les colons adressèrent au Créateur. Harbert, entièrement guéri,
mais un peu faible encore, auraient une place réservée sur le chariot. Le lendemain, au point du jour, Cyrus Smith prit les mesures nécessaires pour mettre Granite House à l'abri de toute invasion. Les échelles qui servaient autrefois à l'ascension furent apportées aux cheminées et profondément enterrées dans le sable, de manière qu'elles pussent se servir au retour, car le tambour de l'ascenseur fut démonté, et il ne resta plus rien de l'appareil. Pencroff resta le dernier dans Granite House pour achever cette besogne, et il en redescendit au moyen d'une corde dont le double était maintenu en bas, et qui, une fois ramenée au sol, ne laissa plus subsister aucune communication entre le palier supérieur et la grève. Le temps était magnifique. Une chaude journée qui se prépare, dit joyeusement le reporter. Bah, docteur Spilett, répondit Pencroff, nous cheminerons à l'abri des arbres et nous n'apercevrons même pas le soleil. En route, dit l'ingénieur. Le chariot attendait sur le rivage, devant les cheminées. Le reporter avait exigé qu'Harbert y prît place, au moins pendant les premières heures du voyage, et le jeune garçon dut se soumettre aux prescriptions de son médecin. Nab se mit en tête des onaggas. Cyrus Smith, le reporter et le marin prirent les devants. Top gambadait d'un air joyeux. Harbert avait offert une place à Jup dans son véhicule, et Jup avait accepté sans façon. Le moment du départ était arrivé, et la petite troupe se mit en marche. Le chariot tourna d'abord l'angle de l'embouchure. Puis, après avoir remonté pendant 1 mille la rive gauche de la Mercy, il traversa le pont au bout duquel s'amorçait la route de Port-Ballon. Et là, les explorateurs, laissant cette route sur leur gauche, commencèrent à s'enfoncer sous le couvert de ces immenses bois qui formaient la région du Far West. Pendant les 2 premiers milles, les arbres, largement espacés, permirent au chariot de circuler librement. De temps en temps, il fallait trancher quelques lianes et des forêts de broussailles, mais aucun obstacle sérieux n'arrêta la marche des colons. L'épaisse ramure des arbres entretenait une ombre fraîche sur le sol. Déodars, Douglas, casuarinas, banksias, gommiers, dragonniers et autres essences déjà reconnues se succédaient au-delà des limites du regard. Le monde des oiseaux habituels à l'île s'y retrouvait au complet. Tétras, jacamars, faisans, loris et toute la famille babillarde des kakatoès, perruches et perroquets. Agoutis, kangourous, cabiais filaient entre les herbes, et tout cela rappelait aux colons les premières excursions qu'ils avaient faites à leur arrivée sur l'île. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, je remarque que ces animaux quadrupèdes et volatiles sont plus craintifs qu'autrefois. Ces bois ont donc été récemment parcourus par les convicts, dont nous devons retrouver certainement des traces. Et en effet, en maint endroit, on put reconnaître le passage plus ou moins récent d'une troupe d'hommes. Ici, des brisées faites aux arbres, peut-être dans le but de jalonner le chemin. Là, des cendres d'un foyer éteint, et des empreintes de pas que certaines portions glaiseuses du sol avaient conservées. Mais, en somme, rien qui parût appartenir à un campement définitif. L'ingénieur avait recommandé à ses compagnons de s'abstenir de chasser. Les détonations des armes à feu auraient pu donner l'éveil aux convicts, qui rôdaient peut-être dans la forêt. D'ailleurs, les chasseurs auraient nécessairement été entraînés à quelque distance du chariot, et il était sévèrement interdit de marcher isolément. Dans la seconde partie de la journée, à 6 milles environ de Granite House, la circulation devint assez difficile. Afin de passer certains fourrés, il fallut abattre des arbres et faire un chemin. Avant de s'y engager, Cyrus Smith avait soin d'envoyer dans ces épais taillis Top et Jup, qui accomplissaient consciencieusement leur mandat, et quand le chien et l'orang revenaient sans avoir rien signalé, c'est qu'il n'y avait rien à craindre, ni de la part des convicts, ni de la part des fauves, 2 sortes d'individus du règne animal que leurs féroces instincts mettaient au même niveau. Le soir de cette première journée, les colons campèrent à 9 milles environ de Granite House, sur le bord d'un petit affluent de la Mercy, dont ils ignoraient l'existence et qui devait se rattacher au système hydrographique auquel ce sol devait son étonnante fertilité. On soupa copieusement, car l'appétit des colons était fortement aiguisé, et les mesures furent prises pour que la nuit se passât sans encombre. Si l'ingénieur n'avait eu affaire qu'à des animaux féroces, jaguars ou autres, il eût simplement allumé des feux autour de son campement, ce qui eût suffi à le défendre, mais les convicts, eux,
eussent été plutôt attirés qu'arrêtés par ces flammes, et mieux valait dans ce cas s'entourer de profondes ténèbres. La surveillance fut, d'ailleurs, sévèrement organisée. 2 des colons durent veiller ensemble, et de 2 heures en 2 heures, il était convenu qu'ils seraient relevés par leurs camarades. Or, comme malgré ces réclamations, Harbert fut dispensé de garde, Pencroff et Gédéon Spilett d'une part, l'ingénieur et Nab de l'autre, montèrent la garde à tour de rôle aux approches du campement. Du reste, il y eut à peine quelques heures de nuit. L'obscurité était due plutôt à l'épaisseur des ramures qu'à la disparition du soleil. Le silence fut à peine troublé par de rauques hurlements de jaguars et des ricanements de singes qui semblaient agacer particulièrement maître Jup. La nuit se passa sans incident, et le lendemain, 16 février, la marche, plutôt lente que pénible, fut reprise à travers la forêt. Ce jour-là, on ne put franchir que 6 milles, car à chaque instant, il fallait se frayer une route à la hache. Véritables settlers, les colons épargnaient les grands et beaux arbres, dont l'abattage d'ailleurs leur eût coûté d'énormes fatigues, et ils sacrifiaient les petits, mais il en résultait que la route prenait une direction peu rectiligne et s'allongeait de nombreux détours. Pendant cette journée, Harbert découvrit des essences nouvelles, dont la présence n'avait pas encore été signalée dans l'île, telles que des fougères arborescentes avec palmes retombantes, qui semblaient s'épancher comme les eaux d'une vasque, des caroubiers, dont les onaggas broutèrent avec avidité les longues gousses et qui fournirent des pulpes sucrées d'un goût excellent. Là, les colons retrouvèrent aussi de magnifiques kauris, disposés par groupes, et dont les troncs cylindriques, couronnés d'un cône de verdure, s'élevaient à une hauteur de 200 pieds. C'étaient bien là ces arbres rois de la Nouvelle-Zélande, aussi célèbres que les cèdres du Liban. Quant à la faune, elle ne présenta pas d'autres échantillons que ceux dont les chasseurs avaient eu connaissance jusqu'alors. Cependant, ils entrevirent, mais sans pouvoir l'approcher, un couple de ces grands oiseaux qui sont particuliers à l'Australie, sorte de gazoard, que l'on nomme émeu, et qui, hauts de 5 pieds et bruns de plumage, appartiennent à l'ordre des échassiers. Top s'élança après eux de toute la vitesse de ses 4 pattes, mais les casoars le distancèrent aisément, tant leur rapidité était prodigieuse. Quant aux traces laissées par les convicts dans la forêt, on en releva quelques-unes encore. Près d'un feu qui paraissait avoir été récemment éteint, les colons remarquèrent des empreintes qui furent observées avec une extrême attention. En les mesurant l'une après l'autre, suivant leur longueur et leur largeur, on retrouva aisément la trace des pieds de 5 hommes. Les 5 convicts avaient évidemment campé en cet endroit, mais, et c'était là l'objet d'un examen si minutieux, on ne put découvrir une 6e empreinte, qui dans ce cas eût été celle du pied d'Ayrton. Ayrton n'était pas avec eux, dit Harbert. Non, répondit Pencroff. Et s'il n'était pas avec eux, c'est que ces misérables l'avaient déjà tué. Mais ces gueux-là n'ont donc pas une tanière où on puisse aller les traquer comme des tigres? Non, répondit le reporter. Il est plus probable qu'ils vont à l'aventure, et c'est leur intérêt d'errer ainsi jusqu'au moment où ils seront les maîtres de l'île. Les maîtres de l'île, s'écria le marin. Les maîtres de l'île, répéta-t-il, et sa voix était étranglée comme si un poignet de fer l'eût saisi à la gorge. Puis, d'un ton plus calme, savez-vous, monsieur Cyrus, dit-il, quelle est la balle que j'ai fourrée dans mon fusil? Non, Pencroff, c'est la balle qui a traversé la poitrine d'Harbert, et je vous promets que celle-là ne manquera pas son but. Mais ces justes représailles ne pouvaient rendre la vie à Ayrton, et de cet examen des empreintes laissées sur le sol, on dut hélas conclure qu'il n'y avait plus à conserver aucun espoir de jamais le revoir. Ce soir-là, le campement fut établi à 14 milles de Granite House, et Cyrus Smith estima qu'il ne devait pas être à peu plus de 5 milles du promontoire du Reptile. Et en effet, le lendemain, l'extrémité de la presqu'île était atteinte, et la forêt traversait sur toute sa longueur, mais aucun indice n'avait permis de trouver la retraite où s'étaient réfugiés les convicts, ni celle non moins secrète qui donnait asile au mystérieux inconnu. Fin du chapitre 11 de la 3e partie, enregistré par Zécou, à Tournai, en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 12 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox.
Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 12. La journée du lendemain, 18 février, fut consacrée à l'exploration de toute cette partie boisée qui formait le littoral depuis le promontoire du Reptile jusqu'à la rivière de la Chute. Les colons purent fouiller à fond cette forêt, dont la largeur variait de 3 à 4 milles, car elle était comprise entre les deux rivages de la presqu'île serpentine. Les arbres, par leur haute taille et leur épaisse ramure, attestaient la puissance végétative du sol, plus étonnante ici qu'en aucune autre portion de l'île. On eût dit un coin de ces forêts vierges de l'Amérique ou de l'Afrique centrale, transporté sous cette zone moyenne, ce qui portait à admettre que ces superbes végétaux trouvaient dans ce sol, humide à sa couche supérieure, mais chauffé à l'intérieur par des feux volcaniques, une chaleur qui ne pouvait appartenir à un climat tempéré. Les essences dominantes étaient précisément ces kauris et ces eucalyptus qui prenaient des dimensions gigantesques. Mais le but des colons n'était pas d'admirer ces magnificences végétales. Ils savaient déjà que, sous ce rapport, l'île Lincoln eût mérité de prendre rang dans ce groupe des Canaries, dont le premier nom fut celui d'île Fortunée. Maintenant, hélas, leur île ne leur appartenait plus tout entière. D'autres en avaient pris possession. Des scélérats foulaient le sol, et il fallait les détruire jusqu'au dernier. Sur la côte occidentale, on ne retrouva plus aucune trace, quelque soin qu'on mit à les rechercher. Plus d'empreintes de pas, plus de brisées aux arbres, plus de cendres refroidies, plus de campements abandonnés. Cela ne m'étonne pas, dit Cyrus Smith à ses compagnons. Les convicts ont abordé l'île aux environs de la pointe de l'épave, et ils se sont immédiatement jetés dans les forêts du Far West, après avoir traversé le marais des Tadornes. Ils ont donc suivi à peu près la route que nous avons prise en quittant Granite House. C'est ce qui explique les traces que nous avons reconnues dans les bois. Mais arrivés sur le littoral, les convicts ont bien compris qu'ils n'y trouveraient point de retraite convenable, et c'est alors que, étant remontés vers le nord, ils ont découvert le corral, où ils sont peut-être revenus, dit Pencroff. Je ne le pense pas, répondit l'ingénieur, car ils doivent bien supposer que nos recherches se porteront de ce côté. Le corral n'est pour eux qu'un lieu d'approvisionnement, et non un campement définitif. Je suis de l'avis de Cyrus, dit le reporter, et suivant moi, ce doit être au milieu des contreforts du mont Franklin que les convicts auront cherché un repère. Alors, monsieur Cyrus, droit au corral, s'écria Pencroff. Il faut en finir. Et jusqu'ici, nous avons perdu notre temps. Non, mon ami, répondit l'ingénieur. Vous oubliez que nous avions intérêt à savoir si les forêts du Far West ne renfermaient pas quelque habitation. Notre exploration a un double but, Pencroff. Si d'une part, nous devons châtier le crime, de l'autre, nous avons un acte de reconnaissance à accomplir. Voilà qui est bien parlé, monsieur Cyrus, répondit le marin. Mais avis toutefois que nous ne trouverons ce gentleman que s'il le veut bien. Et vraiment, Pencroff ne faisait qu'exprimer l'opinion de tous. Il était probable que la retraite de l'inconnu ne devait pas être moins mystérieuse qu'il ne l'était lui-même. Ce soir-là, le chariot s'arrêta à l'embouchure de la rivière de la Chute. La couchée fut organisée suivant la coutume, et on prit pour la nuit les précautions habituelles. Harbert, redevenu le garçon vigoureux et bien portant qu'il était avant sa maladie, profitait largement de cette existence au grand air, entre les brises de l'océan et l'atmosphère vivifiante des forêts. Sa place n'était plus sur le chariot, mais en tête de la caravane. Le lendemain, 19 février, les colons, abandonnant le littoral, sur lequel, au-delà de l'embouchure, s'entassaient si pittoresquement des basaltes de toutes formes, remontèrent le cours de la rivière par sa rive gauche. La route était en partie dégagée par suite des excursions précédentes qui avaient été faites depuis le corral jusqu'à la côte ouest. Les colons se trouvaient alors à une distance de 6 milles du mont Franklin. Le projet de l'ingénieur était celui-ci:
observer minutieusement toute la vallée dont le thalweg formait le lit de la rivière et gagner avec circonspection les environs du corral. Si le corral était occupé, l'enlever de vive force. S'il ne l'était pas, s'y retrancher et en faire le centre des opérations qui auraient pour objectif l'exploration du mont Franklin. Ce plan fut unanimement approuvé des colons, et il leur tardait vraiment d'avoir repris possession entière de leur île. On chemina donc dans l'étroite vallée qui séparait deux des plus puissants contreforts du mont Franklin. Les arbres, pressés sur les berges de la rivière, se raréfiaient vers les zones supérieures du volcan. C'était un sol montueux, assez accidenté, très propre aux embûches et sur lequel on ne se hasarda qu'avec une extrême précaution. Top et Jup marchaient en éclaireurs, et, se jetant de droite et de gauche dans les épais taillis, ils rivalisaient d'intelligence et d'adresse. Mais rien n'indiquait que les rives du cours d'eau eussent été récemment fréquentées. Rien n'annonçait ni la présence ni la proximité des convicts. Vers 5 heures du soir, le chariot s'arrêta à 600 pas à peu près de l'enceinte palissadée. Un rideau semi-circulaire de grands arbres la cachait encore. Il s'agissait donc de reconnaître le corral, afin de savoir s'il était occupé. Y aller ouvertement, en pleine lumière, pour peu que les convicts y fussent embusqués, c'était s'exposer à recevoir quelque mauvais coup, ainsi qu'il était arrivé à Harbert. Mieux valait donc attendre que la nuit fût venue. Cependant, Gédéon Spilett voulait, sans plus tarder, reconnaître les approches du corral, et Pencroff, à bout de patience, s'offrit à l'accompagner. Non, mes amis, répondit l'ingénieur, attendez la nuit. Je ne laisserai pas l'un de vous s'exposer en plein jour. Mais, monsieur Cyrus, répliqua le marin, peu disposé à obéir. Je vous en prie, Pencroff, dit l'ingénieur. Soit, répondit le marin, qui donna un autre cours à sa colère en gratifiant les convicts des plus rudes qualifications du répertoire maritime. Les colons demeurèrent donc autour du chariot, et ils surveillèrent avec soin les parties voisines de la forêt. 3 heures se passèrent ainsi. Le vent était tombé, et un silence absolu régnait sous les grands arbres. La brisée de la plus mince branche, un bruit de pas sur les feuilles sèches, le glissement d'un corps entre les herbes eussent été entendus sans peine. Tout était tranquille. Du reste, Top, couché à terre, sa tête allongée sur ses pattes, ne donnait aucun signe d'inquiétude. À 8 heures, le soir parut assez avancé pour que la reconnaissance pût être faite dans de bonnes conditions. Gédéon Spilett se déclara prêt à partir en compagnie de Pencroff. Cyrus Smith y consentit. Top et Jup durent rester avec l'ingénieur. Harbert et Nab, car il ne fallait pas qu'un aboiement ou un cri lancé mal à propos donnassent l'éveil. Ne vous engagez pas imprudemment, recommanda Cyrus Smith au marin et au reporter. Vous n'avez pas à prendre possession du corral, mais seulement à reconnaître s'il est occupé ou non. C'est convenu, répondit Pencroff, et tous deux partirent. Sous les arbres, grâce à l'épaisseur de leur feuillage, une certaine obscurité rendait déjà les objets invisibles au-delà d'un rayon de 30 à 40 pieds. Le reporter et Pencroff, s'arrêtant dès qu'un bruit quelconque leur semblait suspect, n'avançaient qu'avec les plus extrêmes précautions. Ils marchaient l'un écarté de l'autre, afin d'offrir moins de prise aux coups de feu, et pour tout dire, ils s'attendaient à chaque instant à ce qu'une détonation retentît. 5 minutes après avoir quitté le chariot, Gédéon Spilett et Pencroff étaient arrivés sur la lisière du bois, devant la clairière au fond de laquelle s'élevait l'enceinte palissadée. Ils s'arrêtèrent. Quelques vagues lueurs baignaient encore la prairie dégarnie d'arbres. À 30 pas se dressait la porte du corral, qui paraissait être fermée. Ces 30 pas qu'il s'agissait de franchir entre la lisière du bois et l'enceinte constituaient la zone dangereuse, pour employer une expression empruntée à la balistique. En effet, une ou plusieurs balles parties de la crête de la palissade auraient jeté à terre quiconque se fût hasardé sur cette zone. Gédéon Spilett et le marin n'étaient point hommes à reculer, mais ils savaient qu'une imprudence de leur part, dont ils seraient les premières victimes, retomberait ensuite sur leurs compagnons. Eux tués, que deviendraient Cyrus Smith, Nab, Harbert? Mais Pencroff,
Surexcité en se sentant si près du corral où il supposait que les convicts s'étaient réfugiés, allait se porter en avant, quand le reporter le retint d'une main vigoureuse. Dans quelques instants, il fera tout à fait minuit, murmura Gédéon Spilett à l'oreille de Pencroff, et ce sera le moment d'agir. Pencroff, serrant convulsivement la crosse de son fusil, se contint et attendit en maugréant. Bientôt, les dernières lueurs du crépuscule s'effacèrent complètement. L'ombre qui semblait sortir de l'épaisse forêt envahit la clairière. Le mont Franklin se dressait comme un énorme écran devant l'horizon du couchant, et l'obscurité se fit rapidement, ainsi que cela arrive dans les régions déjà basses en latitude. C'était le moment. Le reporter et Pencroff, depuis qu'ils s'étaient postés sur la lisière du bois, n'avaient pas perdu de vue l'enceinte palissadée. Le corral semblait être absolument abandonné. La crête de la palissade formait une ligne un peu plus noire que l'ombre environnante, et rien n'en altérait la netteté. Cependant, si les convicts étaient là, ils avaient dû poster un des leurs, de manière à se garantir de toute surprise. Gédéon Spilett serra la main de son compagnon, et tous deux s'avancèrent en rampant vers le corral, leurs fusils prêts à faire feu. Ils arrivèrent à la porte de l'enceinte sans que l'ombre eût été sillonnée d'un seul trait de lumière. Pencroff essaya de pousser la porte, qui, ainsi que le reporter et lui l'avaient supposé, était fermée. Cependant, le marin put constater que les barres extérieures n'avaient pas été mises. On en pouvait donc conclure que les convicts occupaient alors le corral, et que vraisemblablement ils avaient assujetti la porte de manière qu'on ne pût la forcer. Gédéon Spilett et Pencroff prêtèrent l'oreille. Nul bruit à l'intérieur de l'enceinte. Les mouflons et les chèvres, endormis sans doute dans leurs étables, ne troublaient aucunement le calme de la nuit. Le reporter et le marin, n'entendant rien, se demandèrent s'ils devaient escalader la palissade et pénétrer dans le corral, ce qui était contraire aux instructions de Cyrus Smith. Il est vrai que l'opération pouvait réussir, mais elle pouvait échouer aussi. Or, si les convicts ne se doutaient de rien, s'ils n'avaient pas connaissance de l'expédition tentée contre eux, si enfin il existait, en ce moment, une chance de les surprendre, devait-on compromettre cette chance en se hasardant inconsidérément à franchir la palissade? Ce ne fut pas l'avis du reporter. Il trouva raisonnable d'attendre que les colons fussent tous réunis pour essayer de pénétrer dans le corral. Ce qui était certain, c'est que l'on pouvait arriver jusqu'à la palissade sans être vu, et que l'enceinte ne paraissait pas être gardée. Ce point déterminé, il ne s'agissait plus que de revenir vers le chariot, et on aviserait. Pencroff, probablement, partagea cette manière de voir, car il ne fit aucune difficulté de suivre le reporter quand celui-ci replia sous le bois. Quelques minutes après, l'ingénieur était mis au courant de la situation. Eh bien, dit-il, après avoir réfléchi, j'ai maintenant lieu de croire que les convicts ne sont pas au corral. Nous le saurons bien, répondit Pencroff, quand nous aurons escaladé l'enceinte. Au corral, mes amis, dit Cyrus Smith. Laissons-nous le chariot dans le bois, demanda Nab. Non, répondit l'ingénieur, c'est notre fourgon de munitions et de vivres, et au besoin, il nous servira de retranchement. En avant donc, dit Gédéon Spilett. Le chariot sortit du bois et commença à rouler sans bruit vers la palissade. L'obscurité était profonde alors, le silence aussi complet qu'au moment où Pencroff et le reporter s'étaient éloignés en rampant sur le sol. L'herbe épaisse étouffait complètement le bruit des pas. Les colons étaient prêts à faire feu. Jup, sur l'ordre de Pencroff, se tenait en arrière. Nab menait Top en laisse, afin qu'il ne s'élançât pas en avant. La clairière apparut bientôt. Elle était déserte. Sans hésiter, la petite troupe se porta vers l'enceinte. En un court espace de temps, la zone dangereuse fut franchie. Pas un coup de feu n'avait été tiré. Lorsque le chariot eut atteint la palissade, il s'arrêta. Nab resta à la tête des onaggas pour les contenir. L'ingénieur, le reporter, Harbert et Pencroff se dirigèrent alors vers la porte, afin de voir si elle était barricadée intérieurement.
un des battants était ouvert. Mais que disiez-vous demanda l'ingénieur en se retournant vers le marin et Gédéon Spilett. Tous deux étaient stupéfaits. Sur mon salut, dit Pencroff, cette porte était fermée tout à l'heure. Les colons hésitèrent alors. Les convicts étaient-ils donc au corral au moment où Pencroff et le reporter en opéraient la reconnaissance? Cela ne pouvait être douteux, puisque la porte, alors fermée, n'avait pu être ouverte que par eux. Y étaient-ils encore? Ou un des leurs venait-il de sortir? Toutes ces questions se présentèrent instantanément à l'esprit de chacun. Mais comment y répondre? En ce moment, Harbert, qui s'était avancé de quelques pas à l'intérieur de l'enceinte, recula précipitamment et saisit la main de Cyrus Smith. Qu'y a-t-il demanda l'ingénieur. Une lumière dans la maison? Oui. Tous cinq s'avancèrent vers la porte. Et en effet, à travers les vitres de la fenêtre qui leur faisait face, ils virent trembloter une faible lueur. Cyrus Smith prit rapidement son parti. C'est une chance unique, dit-il à ses compagnons, de trouver les convicts enfermés dans cette maison. Ne s'attendant à rien, ils sont à nous, en avant! Les colons se glissèrent alors dans l'enceinte, le fusil prêt à être épaulé. Le chariot avait été laissé au dehors sous la garde de Jup et de Top, qu'on y avait attachés par prudence. Cyrus Smith, Pencroff, Gédéon Spilett d'un côté, Harbert et Nab de l'autre, en longeant la palissade, observèrent cette portion du corral qui était absolument obscure et déserte. En quelques instants, tous furent près de la maison, devant la porte qui était fermée. Cyrus Smith fit à ses compagnons un signe de la main qui leur recommandait de ne pas bouger, et il s'approcha de la vitre, alors faiblement éclairée par la lumière intérieure. Son regard plongea dans l'unique pièce, formant le rez-de-chaussée de la maison. Sur la table brillait un fanal allumé. Près de la table était le lit qui servait autrefois à Ayrton. Sur le lit reposait le corps d'un homme. Soudain, Cyrus Smith recula, et d'une voix étouffée, « Ayrton !» s'écria-t-il. Aussitôt, la porte fut plutôt enfoncée qu'ouverte, et les colons se précipitèrent dans la chambre. Ayrton paraissait dormir. Son visage attestait qu'il avait longuement et cruellement souffert. À ses poignets et à ses chevilles se voyaient de larges meurtrissures. Cyrus Smith se pencha sur lui. « Ayrton !» s'écria l'ingénieur en saisissant le bras de celui qu'il venait de retrouver dans des circonstances si inattendues. À cet appel, Ayrton ouvrit les yeux, et regardant en face Cyrus Smith puis les autres, « Vous !» s'écria-t-il, « vous !»« Ayrton, Ayrton !» répéta Cyrus Smith. « Où suis-je? Dans l'habitation du corral. Seul? Oui. Mais ils vont venir !» s'écria Ayrton. « Défendez-vous, défendez-vous !» Et Ayrton retomba épuisé. « Spilett, dit alors l'ingénieur, nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre. Faites entrer le chariot dans le corral, puis barricadez la porte et revenez tous ici. » Pencroff, Nab et le reporter se hâtèrent d'exécuter les ordres de l'ingénieur. Il n'y avait pas un instant à perdre. Peut-être même le chariot était-il déjà entre les mains des convicts. En un instant, le reporter et ses deux compagnons eurent traversé le corral et regagné la porte de la palissade, derrière laquelle on entendait Top gronder sourdement. L'ingénieur, quittant Ayrton un instant, sortit de la maison, prêt à faire le coup de feu. Harbert était à ses côtés. Tous deux surveillaient la crête du contrefort qui dominait le corral. Si les convicts étaient embusqués en cet endroit, ils pouvaient frapper les colons l'un après l'autre. En ce moment, la lune apparut dans l'est au-dessus du noir rideau de la forêt, et une blanche nappe de lumière se répandit à l'intérieur de l'enceinte. Le corral s'éclaira tout entier avec ses bouquets d'arbres, le petit cours d'eau qui l'arrosait et son large tapis d'herbe. Du côté de la montagne, la maison et une partie de la palissade se détachaient en blanc. À la partie opposée, vers la porte, l'enceinte restait sombre. Une masse noire se montra bientôt. C'était le chariot qui entrait dans le cercle de lumière, et Cyrus Smith put entendre le bruit de la porte que ses compagnons refermaient et dont ils assujettissaient solidement les battants à l'intérieur. Mais, en ce moment,
Top, rompant violemment sa laisse, se mit à aboyer avec fureur et s'élança vers le fond du corral, sur la droite de la maison. Attention, mes amis, et en joue! Cria Cyrus Smith. Les colons avaient épaulé leurs fusils et attendaient le moment de faire feu. Top aboyait toujours, et Jup, courant vers le chien, fit entendre des sifflements aigus. Les colons le suivirent et arrivèrent sur le bord du petit ruisseau, ombragé de grands arbres. Et là, en pleine lumière, que virent-ils? 5 corps étendus sur la berge. C'étaient ceux des convicts qui, 4 mois auparavant, avaient débarqué sur l'île Lincoln. Fin du chapitre 12 de la 3e partie, enregistré par Zécou, à Tournai en Belgique, durant août 2014.